les mecs du bâtiment, c'est le réseau des artisans recommandé par les artisans. Donc on va retranscrire sur la carte les personnes qu'on aurait pu en vrai rencontrer. Par contre, je vois aussi beaucoup de personnes qui, des confrères, des artisans, qui répondent à toutes les demandes, qui vont aller s'aligner sur un prix pour faire moins cher. Ils ne cherchent pas au fait à comprendre le client derrière. Donc, et ça, je pense que ça peut après amener des soucis, quoi, parce que, encore une fois, qui se ressemble, ça semble. Si l'autre, il n'a pas envie de payer très cher, ce sera probablement un mauvais solde à la fin. Et bon, l'artisan qui baisse son prix pour entrer dans ce budget, il ne se fait pas respecter non plus. Donc, la relation, elle est vraiment... Voilà, il faut que ça soit vite et pas cher. Moi, j'utilise quelque chose qui est simple, c'est des conditions un peu standards. On a un logiciel de devis facture qui génère à la fin des modes de paiement. On demande 25% à la signature, ça aurait pu être 15%. Voilà. On demande 25 quand on commence, donc en fait quand on commence, mais c'est parce qu'on fait beaucoup d'achats dans le bâtiment, donc les sommes sont grandes, mais en même temps nous on achète beaucoup les matériaux, c'est cher, donc en fait on a besoin de cet argent-là pour tout simplement payer les matériaux, ne serait-ce que. Voilà, après nous on demande 35% et 15% à la fin. Bienvenue sur le podcast En Business Soyons Cash, podcast où on aborde avec authenticité et franchise toutes les questions relatives à la relation client, le juridique, le cash et le leadership dans le business. Je m'appelle Pauline Thibou et je suis anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que je baigne dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés à des délais de paiement ou des impayés qui se sentent un peu perdus et qui commettent très souvent les mêmes erreurs qui les mènent parfois jusqu'à la faillite. Il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui tombent en liquidation judiciaire chaque année et 90% d'entre elles sont des TPE-PME. Et la première cause de ces faillites est une mauvaise gestion du risque client, des impayés, des délais de paiement trop longs. Le but de ce podcast, c'est de venir éveiller des consciences sur ces sujets-là et partager des bonnes pratiques pour que les entrepreneurs chefs d'entreprise évitent les impayés et puissent développer sereinement leur entreprise. Et aujourd'hui, on va accueillir Alexei Starkov, qui est artisan dans le bâtiment et qui va nous partager son expérience en tant qu'artisan et surtout venir casser quelques belles idées reçues autour du bâtiment. C'est parti pour un nouvel épisode En Business Soyons Cash. Bienvenue Alexei. Bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast après plusieurs échanges qu'on a pu avoir. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Oui. Tu es venu dans la peau du personnage. Le t-shirt, le casque, tel qu'on te voit sur les photos, parce que tu as une belle communication sur LinkedIn avec ton personnage qui est bien marqué, avec une belle image de marque travaillée aussi. Et je suis ravie de t'avoir en chair et en os avec nous. Pour te présenter rapidement dans les grandes lignes, donc nous on s'est rencontrés sur LinkedIn, c'est moi qui t'avais contacté parce que je t'avais repéré via des connaissances, des contacts en commun qui avaient liké des posts. Bon, l'algorithme LinkedIn a fait que tu es apparu sur mon fil d'actualité et je me suis dit il communique cet artisan, il n'y en a pas beaucoup des artisans qui communiquent notamment sur LinkedIn, qui communiquent bien en plus et du coup je me suis dit mais qui est-il? J'ai cherché un petit peu, je t'ai contacté en disant j'ai ce projet de podcast, est-ce que ça t'intéresserait de venir en tant qu'invité en sachant que j'interviens sur les thématiques impayés, risque client. Et tu m'as répondu je vois pas trop ce que je vais pouvoir dire parce que j'ai pas d'impayés. Je dis c'est vrai, justement en fait c'est exactement ça qui m'intéresse, c'est que tu n'as pas d'impayés, donc mais comment fais-tu? Parce qu'en fait dans le milieu du bâtiment les impayés c'est quand même un vrai sujet. Les entreprises du bâtiment sont les premières exposées au risque d'impayés. C'est la catégorie de cœur de métier qui est la plus représentée dans les défaillances d'entreprise. Donc pour le risque d'impayés, les délais de paiement dans le bâtiment, c'est première cause c'est vraiment les plus exposés. Voilà. Si tu le dis, je te crois, puisque tu dois connaître mieux ceux qui sont exposés. Voilà. C'est ça. Donc, quand j'ai quelqu'un dans l'artisan du bâtiment qui me dit « je n'ai pas d'impayé », je me dis « ah, donc c'est possible d'avoir une entreprise dans le bâtiment qui n'a pas d'impayé ». Donc, c'est vraiment le sujet qu'on va pouvoir creuser aujourd'hui.
Et avant, rapide présentation, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout ton projet actuel aussi dans cette présentation-là. Donc, je te fais un petit peu dans les grandes lignes. Tu es arrivé en France vers une vingtaine d'années, 21 ans, je crois à peu près, pour des études de droit. C'est ça. Il y a aussi des petites interactions, tu vois. Tu as fait des études de droit, finalement. C'est la même fac ensemble. Ouais, peut-être, tu vois. En tout cas, on est allés sur les mêmes bancs potentiellement. Ouais. Bon, moi, je n'étais pas à Paris, tu étais à Paris, toi. Ouais, à Paris, ouais. Moi, j'étais à Lyon, tu vois. Ouais, d'accord. Je suis revenue aux sources, parce qu'on est à Lyon aujourd'hui. Donc, en droit pour des études. Ensuite, tu as fait un peu de bâtiment, de travaux pour financer en fait un peu tes études. Tu as finalement travaillé dans le bâtiment. Ben ouais, j'ai toujours bossé dans le bâtiment. Avant même de venir en France, ça a été ma passion. Donc, ça a été naturel pour moi que de le continuer. Voilà, je dirais plutôt que c'est probablement le droit qui n'était pas naturel pour moi. C'était encore une orientation de la conseillère d'orientation, quoi. Après le bac, en me disant, ah, ben tiens, tu es bon, tu devrais t'inscrire, voilà, pourquoi pas en droit et tout ça. Voilà, mais comme j'avais déjà cette passion depuis l'âge de 15 ans, et je passais mes week-ends et les vacances, quand à l'époque mes copains, ils prenaient leurs vacances et partaient à l'étranger, mais moi je l'ai passé sur les chantiers. Donc le bâtiment, ça a démarré comme ça. Voilà, c'était pas vraiment pour gagner ma vie, c'était parce que j'aimais ça, quoi. J'avais envie de savoir comment sont construits les immeubles, comment ils sont faits jusqu'en bas, enfin toutes les parties qu'on ne voit pas. Ça a été vraiment ma passion. Et puis après la rénovation, je suis tombé parce que j'ai adoré ce sentiment de redonner vie à l'ancien. Voilà. Et ça, bon, sur Paris, c'est très facile. Il y a quand même beaucoup d'histoires. Donc dès que tu touches à l'ancien, tu rénoves, tu redonnes vie, tu modernises et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Complètement. Et donc finalement, en fait, tu as monté ta boîte dans le bâtiment et tu as plutôt finalement eu un parcours entrepreneurial dans le bâtiment, une première entreprise, puis ensuite tu es arrivé, donc tu es resté plusieurs années à Paris, une dizaine d'années, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, tu es plutôt allé dans le sud. Ouais, j'ai toujours été à mon compte, globalement, c'est différents, bon, pas de statut, mais bon, voilà. Déjà, avant de venir en France, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'avais une équipe, avant mes 21 ans, donc de 18 à 21, j'avais déjà fait des chantiers assez importants. Et puis, en France, sur Paris, j'ai dû recommencer, et quand j'ai pris la décision d'arrêter le droit, donc naturellement, j'ai créé une société de travaux, et puis je me suis lancé à mon compte, quoi. Voilà. Bon, après, sur Paris, j'ai travaillé à deux avec un binôme pendant longtemps. Et puis après l'équipe s'est un peu agrandie. Voilà. Mais globalement, je suis resté à peu près 9 ans. Et après, changement de vie. Donc, je suis passé par Las Vegas. J'avais fait une coupure complète. Et puis, finalement, la vie m'a ramené pour des raisons personnelles sur Nice. Et sur Nice, je voulais pas vraiment refaire une boîte moi-même. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un alors c'est pas par hasard, mais quand même je cherchais à acheter de l'immobilier et j'ai rencontré un agent immobilier avec qui on s'est entendu et aujourd'hui c'est mon associé sur la société Nice Travaux Rénovation. Bien. Voilà, donc ça fait 5 ans que ça dure et puis voilà, donc ça continue encore. Ça fait 5 ans avec un beau développement quand même, parce qu'aujourd'hui, rappelle-moi, il y a plus d'une dizaine de collaborateurs déjà. Ouais, on est 14 dans l'équipe aujourd'hui, donc 14 en tout, dont moi, mon associé, on a une personne qui fait de la logistique, et puis après, il y a 12 ouvriers, quoi. C'est une entreprise, donc Nice Travaux Rénovation, tout corps d'État? Ouais, c'est tout corps d'État, ouais. On fait de la rénovation en tout corps d'État sur Nice, beaucoup d'appartements, voilà. Beaucoup d'appartements, de maisons. Ok. Et tu as un autre projet en parallèle? Alors, c'est des choses qui sont complémentaires, parce que forcément, c'est lié. Donc, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Là, tu viens de me dire que tu as rencontré ton associé par hasard ou pas. Je pense que tu es quand même une personne de réseau, mine de rien, de relations aussi humaines. On s'est vu sur LinkedIn, mais on s'est rencontrés quand même aussi sur Grenoble parce que tu fais des rencontres après dans des villes. Là, on se voit à Lyon donc pour enregistrer l'épisode, mais aussi parce que derrière, tu as une rencontre à Lyon avec des personnes qui te suivent, notamment aussi sur les réseaux. Donc, c'est quoi derrière ce projet, ce réseau que tu as envie de faire? Est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu de mots? Ouais,
En fait, j'ai commencé à communiquer pour mon entreprise, Nice Travaux, pour donner de la visibilité et trouver de nouvelles personnes, de nouvelles collaborations. LinkedIn, après, comme c'est la communication, elle est nationale, donc ton poste, il est vu au niveau national, tu n'arrives pas à le caser juste sur Nice ou avoir que les personnes de Nice et alentours. Donc ça a construit une communauté assez rapidement sur la France entière. Et je communiquais sur ce que je fais pour mon entreprise et notamment j'ai développé le calculateur travaux. Donc c'est un outil simple en ligne, il suffit de répondre à des questions, c'est un formulaire qui va venir, on répond à des questions et ça va vous générer tout de suite le prix des travaux. Donc c'est une fourchette qui est, je dirais même très précise au niveau de la rénovation. Voilà. Et cet outil-là, annoncé sur LinkedIn, ça a fait un effet boom ou ouais, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, il est parti et j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui voulaient l'utiliser, qui voulaient pouvoir s'en servir et qui n'osaient pas, mais ils trouvaient ça génial. Je dis évidemment que vous pouvez vous en servir. Voilà. Et donc, ce calculateur que je voulais à la base, au fait, une manière de préqualifier donc mes propres clients. Finalement, on l'a rendu disponible en ligne, l'utilisation pour tout le monde, et il est libre et gratuit, donc tout le monde peut s'en servir. Donc maintenant, il y a des évolutions par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir réajuster en fonction des régions le prix. Donc quelqu'un qui serait, je sais pas, en plein centre de Paris, évidemment, il n'aura pas le même coût, ça c'est le prix du marché, le même coût de quelqu'un qui serait dans une autre région de la France, par exemple, donc ça va pouvoir s'ajuster. Voilà, et autour de cette solution et de cette communauté d'artisans qui était déjà faite autour de mon profil, le prolongement naturel, c'était de dire, il nous faut un réseau d'artisans. Alors, on sait qu'en France, il y a des bons artisans, il y en a beaucoup, même si on ne les entend pas, on entend beaucoup parler des mauvais et les histoires autour des mauvais. Mais les bons, ils sont là, mais souvent ils sont occupés, et puis quand les chantiers se terminent bien, ça fait pas de bruit. Donc du coup, on les entend pas assez, mais il y en a. Et j'ai voulu coupler le calculateur travaux de cette solution, de dire pouvoir trouver son artisan. Donc là, le réseau il est en pleine création. Donc il va apparaître, je sais pas à quel moment le podcast sera écouté, mais aujourd'hui on est début novembre, donc d'ici un mois, elle devrait être en ligne. Voilà. Et c'est un réseau, les mecs du bâtiment, c'est le réseau des artisans recommandé par les artisans. Donc on va retranscrire sur la carte les personnes qu'on aurait pu en vrai rencontrer et qui auraient pu être recommandées. Je donne toujours l'exemple en disant, voilà, je fais intervenir chez moi un plombier. Plus tard, après le plombier, j'ai évidemment besoin d'un carreleur, un peintre. Si je demande à ce plombier s'il ne connaît pas quelqu'un à me recommander pour continuer les travaux, l'artisan en général, c'est simple. S'il n'est pas sûr, il va dire qu'il ne connaît pas. Mais s'il connaît vraiment quelqu'un dont il est fier de recommander, il va dire ouais, je connais, tiens, appelle-le de ma part, voilà, et en plus, ça me fera plaisir. Voilà, donc c'est cette recommandation qu'on va retranscrire et c'est le réseau qui va être mis avec la solution calculateur travaux en même temps. Voilà. Donc je travaille dessus en ce moment, tout en gérant mon entreprise avec mon associé. Voilà. Ok, un beau projet au final qui a un développement presque un peu inattendu par rapport à ce que tu étais venu chercher à la base sur LinkedIn, mais c'est aussi savoir créer de l'opportunité et ensuite exploiter d'autres qui peuvent naître de ce premier pas, donc c'est plutôt chouette. Et je salue cette initiative-là en sachant que ça va m'emmener sur pas mal de petites croyances à déconstruire parce qu'en fait c'est un bon point de départ parce qu'on voit beaucoup d'artisans, comme tu dis, c'est des bons artisans. Il y en a des bons, moi j'en vois quand même. On a une grosse partie de notre clientèle qui est sur le bâtiment et il y a des bons, clairement. Le problème c'est qu'ils ne savent pas forcément se mettre en avant, montrer qu'ils sont là, montrer ce qu'ils font, ils ne savent pas forcément communiquer, ils ne savent pas forcément utiliser les leviers et donc finalement on ne sait pas qu'ils existent. Et donc, ils attirent pas forcément les bons clients non plus, parce qu'à un moment, tu as aussi t'as les bons artisans et les bons clients et les mauvais artisans et les mauvais clients, t'as les deux aussi, évidemment, ouais.
Et du coup, tu vois déjà de se dire, je montre ce que je fais, je parle aussi de qui je suis, d'où je viens, mon histoire, ce que tu fais quand même pas, enfin, ton histoire pas trop, mais en tout cas, on voit qui tu es à travers tes posts. Tu partages aussi parfois un peu tes états d'âme ou les difficultés du moment, le truc, j'ai pas la motive, j'ai pas ça. Enfin, et du coup, on peut se reconnaître aussi. Je pense que c'est ce qui plaît aussi dans ta façon de communiquer. Et du coup, il y a peu d'artisans qui le font. Moi, j'en suis aussi d'autres sur d'autres réseaux, sur Instagram notamment, qui partagent pour le coup des réalisations. En fait, ça leur donne une visibilité et ça leur permet notamment d'attirer des clients et d'attirer aussi potentiellement des collaborateurs, etc. Et donc, c'est un premier pas finalement vers je montre qui je suis, ce que je sais faire, j'en suis fière, j'en parle et donc du coup, j'attire. Et là, on est déjà sur les premiers sujets qui sont déjà être fier de son travail. C'est exactement ça. Et c'est déjà... Pour moi, il y a déjà un premier frein que je vois souvent sur des clients avec qui je parle, mais parlez-en. Et en fait, ils osent pas, tu vois, il y a un peu ça, il y a pas mal d'artisans qui osent même pas, en fait. Ils ont peut-être même pas conscience, tu vois, qu'ils ont des choses à montrer. Disons que, alors moi je communique sur LinkedIn depuis 1 an, mais c'est vrai que ça fait 25 ans que je suis dans le métier, donc les 24 autres années, je n'ai pas pensé à communiquer. Donc parce qu'on est focus sur ce qu'on a à faire, souvent la journée d'un artisan, elle peut démarrer à 6h, voire 5h30 du matin, se terminer à 19h, selon si on a son compte, qu'on a des factures à faire, voire même encore plus tard. Donc c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, on ne pense pas à communiquer. Moi, j'ai dû le faire parce que, au fait, quand j'ai commencé à communiquer, j'avais déjà plus de 10 salariés. Donc, mon travail, quelque part artisanal, qui à la base s'est transformé en gestion d'entreprise. Et donc, j'étais obligé de faire pour sortir un peu et pour aller chercher de nouveaux clients parce que bon, le bouche à oreille c'est bien, la publicité c'est bien, mais rencontrer des vraies personnes, faire bâtir de nouvelles relations, j'ai envie de dire locales quoi, avec un architecte ou tu sais pas, ça peut être un chef d'entreprise qui a des entrepôts qui peut te faire intervenir. Donc ça c'était important pour moi, mais je l'ai fait, j'étais conscient que ça me prenait du temps, mais je l'ai fait parce que j'avais pas tellement le choix. J'avais déjà quand même une belle équipe à fournir en travail. Sur des seuils un peu critiques, en fait. Se dire, t'as 10 personnes, t'as quand même 10 bouches à nourrir, mine de rien. Voire plus, parce qu'il y a une famille derrière pour chaque potentiellement collaborateur et il faut arriver à avoir du flux. C'est une responsabilité, donc toi, tu veux que ça dure. Mais bon, donc il y a ce côté donner du travail suffisamment à tout le monde. Après, moi, c'est vrai que ce qui m'avait aussi motivé, c'était pas tellement le manque de travail pour l'égard que j'ai. Moi, je voulais briser le plafond de verre et je voulais aussi, pour mes gares, je trouve qu'ils sont quand même exceptionnels au niveau finition, qualité, soins. Je me suis dit quand même, il faut qu'on ait des clients qui nous méritent, quoi. Voilà. Donc, je voulais aussi, quelque part, passer sur alors, soit c'est des meilleurs chantiers, mais finalement, c'est pas tellement le meilleur chantier, en tout cas, c'est vraiment des clients qui cherchent la même chose. Et donc, je voulais être visible auprès de ces gens-là, parce que j'entends beaucoup les histoires où, effectivement, ils se font avoir, et puis quand, après, ils te rencontrent, ils disent « Ah, mais c'est dommage, on ne vous a pas connu avant. » Donc, en fait, c'était ça. Pour donner d'abord aussi cette visibilité-là, pour aller chercher les clients qui te ressemblent et avoir ta bonne cible de clientèle aussi, quoi. Je pense que c'est ça, c'est hyper important. Et pas que les clients, potentiellement des collaborateurs. Parce que tu nous as dit, j'ai 10 collaborateurs, je veux passer un peu... non, même 14, vous êtes 14 en tout, donc on a plus de 10. On veut placer ce plafond de verre, aller chercher les 20. Mais alors, on va du coup tomber en plein et on va attaquer le vif du sujet. Première croyance vraiment qu'on va avoir, c'est dur d'embaucher, c'est dur de trouver des collaborateurs. Non, c'est pas dur. C'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas dur. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'est dur de trouver des collaborateurs. Je dirais que il faut chercher les collaborateurs tout le temps. Moi, c'est ce que je fais dans mon entreprise. Je recrute tout le temps. Voilà. J'ai une annonce qui tourne, j'ai des gens qui peuvent m'appeler. Quand quelqu'un se présente, je lui pose quand même quelques questions, je discute avec la personne. Bon, je demande jamais les CV, donc ça, on le sait par mes postes, mais j'aime bien discuter avec la personne pour voir qui j'ai en face de moi, ce qu'il va me dire. Voilà, je comprends la personne. Si je vois que c'est quelqu'un qui a l'air de tenir la route, donc je vais le mettre à l'essai. Et quand je mets à l'essai, je n'entends pas avoir du travail pour lui. Au fait, il vient et on le met sur un chantier avec les gars. Et là, on voit rapidement l'avantage dans le bâtiment, quand même, auprès du mur, on voit le bon maçon, comme on dit. Donc, on voit assez rapidement
si la personne fera affaire ou il fera pas affaire. Mais en réalité, avant même qu'elle arrive auprès du mur, on le voit déjà à quelle heure il est arrivé et comment il arrive. Et puis, enfin, voilà. Donc, il y a plusieurs critères après qui rentrent en jeu. Moi, je valorise souvent quand même le savoir-être, à la différence de beaucoup qui cherchent tout de suite la perle rare. Moi, toutes les perles rares que j'ai aujourd'hui dans mon équipe, ils ont tous fait de belles boulettes. Donc, si je devais les juger sur le départ de la relation, il y a des choses qui étaient quand même catastrophiques, quoi. C'est bon, je sais pas, moi j'ai un exemple. Un de mes chefs de chantier aujourd'hui, ben, au lieu de modifier un raccord de plomberie, il m'a découpé l'intérieur du meuble, quoi. Et je lui ai dit à l'époque, j'ai dit, mais tu fais ça, j'ai dit à ta femme, tu imagines, tu poses tes produits dedans, tu fermes le tiroir et tout tombe derrière. J'ai dit, mais j'ai dit, comment ça t'a traversé l'esprit? Donc voilà, donc ça c'est. Mais il est excellent aujourd'hui. Donc, la perle rare, voilà, les gens cherchent des gens qui ne se trompent pas, qui sont, voilà. Moi, je cherche plutôt des personnes qui ont envie de bosser. Remonter le niveau de quelqu'un qui en a envie, ça prend un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas compliqué, contrairement à trouver la perle rare. Donc ça, je dirais que il faut, voilà. Moi, en tout cas, j'embauche tout le temps, toute l'année. Recruter Voilà. tout le temps. Offre ou pas Ouais. offre, besoin ou pas Voilà, besoin. C'est toujours pas être besoin, en voilà. veille, en fait, et se dire comme ça, s'il y a une personne potentiellement qui passe, tu sais Exactement. que ça pourra. Et puis après, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que si vous recrutez quelqu'un de bon, ben, je sais pas comment vous dire, mais vous aurez tout le temps du travail pour lui. Par contre, si vous recrutez des mauvais ou un mauvais, ben, vous saurez plus quoi en faire. Et finalement, si en plus vous les gardez, ben, à un moment, vous allez voir que ben, vous n'avez pas de travail. Donc, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. On attire, je pense, on récolte ce qu'on sème, quoi. Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Ouais. Je comprends. Donc du coup, c'est ça, être vraiment en veille tout le temps. Puis en plus, avec la communication, je pense que c'est important aussi parce que ça permet de montrer ce qu'on fait donc pour des potentiels clients, mais aussi potentiellement donner envie à des personnes de revenir joindre l'équipe, de s'intéresser à l'entreprise, etc. Donc Ouais. la communication, elle est à deux niveaux aussi. Je trouve que c'est important pour cet aspect-là aussi, en fait. C'est un peu l'effet secondaire. Mais... Complètement, il y a ce côté qui se ressemble, s'assemble. Ouais. T'as eu d'ailleurs des demandes des gens intéressés pour venir bosser chez toi depuis que tu communiques ou pas spécialement, ou t'as plus eu des gens artisans dans d'autres villes ou quoi Si LinkedIn m'a emmené des candidatures, alors moi LinkedIn, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, mais depuis l'étranger. D'accord, ah ouais. Pour venir travailler dans votre entreprise. Non, sur Nice, non, je n'ai pas eu beaucoup là comme ça, même ça me revient même pas. Peut-être une, deux personnes qui avaient posé la question, mais non, je n'ai pas embauché. Après, parce que c'est pas forcément sur, je pense que c'est pas forcément sur LinkedIn que tu trouveras forcément pour le coup, les collabs. Mais par contre, moi, j'ai des personnes, notamment l'exemple en tête un maçon, qui lui s'est mis à communiquer beaucoup sur Instagram et en fait attire des personnes et des collaborateurs via Instagram parce qu'ils voient les réalisations qu'ils font et ils disent en fait j'aimerais bien bosser chez vous. Oui. Et, parce qu'ils montrent même la vie sur le chantier avec ses équipes, comment ça se passe, etc. En fait, ils montrent un peu les coulisses de l'entreprise avec ces gars et du coup ça attire des personnes et comme ça il arrive à avoir de la visibilité côté collaborateur. Et du coup il n'a pas trop de problèmes de recrutement non plus. Alors je dis pas qu'il y a que ça, hein, mais en tout cas ça aide Alors, dans son image, sa marque employeur, quoi, tu vois. Moi, je dirais que nous, ce qui se produit, c'est qu'on nous voit quand même un peu partout. On a un site de la société qui a été complètement tourné autour de notre équipe. Et ces demandes-là à l'embauche, donc les gens qui veulent travailler avec nous, moi, je les retrouve plutôt dans la messagerie du site Internet directement, voilà, via le formulaire de contact. Là, je reçois quand même beaucoup. Ok. Voilà. Ouais, donc tu vois, c'est quand même de la communication via le site et via le fait que c'est tourné vers l'équipe. Un peu, on voit il y a une ambiance de travail aussi derrière, il y a tout ça. Oui. C'est ça. Moi, je les retrouve là plutôt, ouais. Trop bien. Autre petite croyance bien ancrée qu'on voit souvent et que je retrouve souvent moi dans des personnes avec qui je discute, c'est on peut pas choisir ses clients, mais enfin Pauline, on prend ce qu'il y a, quoi. Tu crois qu'on peut choisir ses clients? Oui, peut-être, je sais pas. Donc, Alexei, peut-on choisir ses clients? Moi, je pense qu'on se met à notre compte pour avoir une certaine liberté. Donc on peut choisir ses clients et même il faut choisir ses clients parce que, justement, puisque on parle d'impayés, le mieux, c'est déjà d'éviter quand on a des signes je sais pas si on peut vraiment mettre une étiquette, mais des signes du mauvais payeur. Enfin, je sais pas, la relation peut être complexe par d'autres
par d'autres choses, mais je pense que moi, en tout cas perso, j'écoute mon feeling. Donc quand je vais aller voir et que je vois que la personne ne s'implique pas, tu sens pas trop, et qui te demande, ah ben moi je veux un devis, c'est assez dépersonnalisé, des choses comme ça. Là, moi, souvent, j'y vais pas tout simplement. Ou alors, quand je sens beaucoup de méfiance, j'en parle aussi dans mes posts, mais on sent des fois qu'on passe après quelqu'un et l'autre, il veut nous faire... on doit être nous le bon élève parce qu'il s'est fait avoir. Donc je connais pas ce qui s'est passé. Donc moi, ça, souvent, moi, ça me rebute, donc j'y vais pas. Moi, j'adore faire les devis pour des gens qui sont ouverts, qui disent, ah, moi, c'est ça que je veux. Et puis bon, en tout cas, je préfère même travailler avec des gens qui disent, tiens, il n'y a que avec toi que j'ai envie de travailler. Donc ça, voilà, ça va plus loin. Et ça arrive vraiment. Donc, il faut, je pense, éliminer les soucis à la racine, quoi. Par contre, je vois aussi beaucoup de personnes qui, des confrères, des artisans, qui répondent à toutes les demandes, qui vont aller s'aligner sur un prix pour faire moins cher. Ils ne cherchent pas, au fait, à comprendre le client derrière. Donc, et ça, je pense que ça peut après amener des soucis, quoi, parce que, encore une fois, qui se ressemble, s'assemble. Si l'autre, il n'a pas envie de payer très cher, ce sera probablement un mauvais solde à la fin. Et bon, l'artisan qui baisse son prix pour rentrer dans ce budget, il se fait pas respecter non plus. Donc la relation, elle est vraiment, voilà, il faut que ça soit vite et pas cher. Donc je pense que ça ne valorise pas. Et dans ce climat, il se peut il faut pas grand chose après pour que la personne qui déjà n'était pas très, on va dire, qui cherchait que le prix, qui n'a pas bâti de relation avec son artisan, vient se gripper sur un détail où, voilà, et après ils disent, ah ben voilà, je cherche à prétexter pour pas payer le solde. En fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et moi, j'ai plusieurs exemples en tête où en fait, c'est un peu ça, on a accepté de s'aligner un peu sur un prix parce que peut-être que le carnet de commande était un peu moins fourni, un peu de stress avec en plus ce contexte général qui est pas si évident que ça dans le bâtiment quand même. Donc on se dit, ok, je vais accepter ça parce qu'en fait, j'ai peur de rien avoir. Donc finalement, j'accepte ça, mais je sais que bon, en temps normal, j'aurais peut-être pas pris. Mais du coup, comme j'ai un peu peur ou quoi, j'accepte des conditions avec un client qui potentiellement en fait est pénible tout le temps, et jamais content, etc. Ou j'en sais rien. Et puis du coup, comme il met un peu de temps à payer ou voir il va pas me payer ma dernière facture, du coup je cours vite après un autre chantier pour renflouer un peu la caisse. Donc du coup, je refais, puis je répète un peu peut-être la même chose. Et puis du coup, un autre qui est pas content là, un autre qui est pas content là, parce qu'en fait c'est un peu des pénibles. On passe son temps un peu à courir et puis du coup, on bâcle peut-être un peu un côté pour être plus au rendez-vous sur un autre, ou au contraire, on se plie en quatre pour satisfaire ce client qui peut-être est un éternel insatisfait au final, et il y en a. C'est vrai que ce que tu décris... Tu rentres un peu dans ce cercle vicieux où... Ce que tu décris, c'est déjà une course de survie, j'ai envie de dire, là. Mais on y rentre vite, en fait, c'est ça. Les gens, des fois, si on fait pas attention, moi, je pense qu'il faut essayer de se positionner plus fort que ça. Ouais. Et avec un bon positionnement, quand même, les gens, moi, je trouve que les gens, ils se permettent moins quand il y a une relation établie. Voilà. Mais si la relation, c'est que le prix, et toi, tu réponds parce que tu sais que l'autre, il veut le prix, bon, là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, alors que nous, en tout cas, dans nos métiers, bon, je dis pas répondre à un appel d'offres, mais en tout cas, quand on travaille avec le particulier, la relation, elle fait tout. Voilà. C'est clair. Voilà. Avec le particulier, c'est clair, parce qu'en plus, c'est des sujets, quand tu vas sur des travaux de rénovation d'habitat, tu es quand même aussi dans l'intimité finalement des personnes, il faut que tu les projettes, etc. Il faut qu'ils sentent en confiance, potentiellement tu fais des travaux chez eux. Donc c'est quelque chose qui est important aussi pour eux. Donc effectivement, ce climat de confiance, il est essentiel, quoi. Il est essentiel. Alors moi-même, je vais même plus loin que ça, puisque moi, je refuse de travailler pour des clients quand il y a un architecte et je ne connais pas le client. D'accord. Je ne fais pas les chantiers. Donc, quand j'ai un architecte qui sollicite comme ça, bon, je sais que déjà, c'est de la mise en confiance, c'est dépersonnalisé. Et si je ne connais pas le client final, au fait, ça me dit rien de faire le chantier. C'est comme ça. Moi, c'est mon feeling. Et je fonctionne comme ça. Ça m'est arrivé là dernièrement, j'ai été contacté par un grand cabinet là, il voulait plein de choses. Finalement, je me suis permis gentiment de les envoyer, vraiment pas balader, mais en tout cas, ils sont sortis de ce que
de mon process. En tout cas, ils étaient plus dans, voilà, j'avais plus de feeling avec eux. J'étais très content quand ils m'ont contacté. Le client, on dit derrière, donc on se permet de te mâchouiller, de te tester, sous prétexte que oui, mais ça c'est pour dire au client, et ceci, cela, mais moi je ne sais pas qui est le client. On me contacte pour un chantier à des X millions de dollars. Ben, excusez-moi de le dire, moi ça me fait pas bander, quoi. Je ne connais pas le client, je ne sais pas pour qui je travaille. Voilà. Donc du coup, moi j'ai préféré dire, écoutez, je passe ça à celui qui a envie. Voilà. Après, bon, ben, suite à cet épisode, ben, j'ai été recontacté plus tard. On m'a écrit que le client, ils allaient prendre directement contact avec moi quand il sera. Bon, c'était quelqu'un qui n'était pas sur place et donc, a priori, l'architecte faisait toute la démarche. L'architecte lui-même n'étant pas sur place. Enfin, bref. Ouais. Ça fait beaucoup de Ouais, ça faisait beaucoup, quoi. mais donc, il préparait des dossiers. Voilà. Donc, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dû répondre parce que c'est répondable finalement. Il y a les plans, il y a les dimensions, il y a tout pour faire, en fait. Hein. Mais, dans mon cas, il n'y avait pas le feeling. Ouais. Et la relation qu'ils ont bâtie avec moi, je trouvais que c'était tout le temps, moi je devais leur trouver quelque chose, alors que ben, j'ai envie de savoir aussi, ben, c'est la maison de qui est la personne, ça se fait, on ne serait pas aligné en fait. Voilà. Donc moi, ça fait partie de mon feeling, de mes valeurs, et c'est comme ça que, alors évidemment, je ne pourrais pas dire, tiens, il faut éviter ce genre de clients, non. Non, mais parce que c'est des clients qui pourraient très bien correspondre à d'autres personnes qui, au contraire, se diraient, moi, les clients, moi, je les vois, mieux je me porte. C'est peut-être aussi des personnes, tu vois, câblées comme ça et à qui ça pourrait très bien correspondre. Mais du coup, je pense que ce que tu soulèves, c'est un point hyper important. C'est de te dire, moi, un peu ce que j'appelle un peu, moi, mes non négociables, entre guillemets, ou mes valeurs, mes points hyper importants, c'est ça. Et s'ils y sont pas, j'y vais pas, quitte à renoncer à un marché et à dire non. Et donc là, effectivement, on peut choisir ses clients parce qu'il y en a peut-être où, sur un moment, on va dire non. Mais on s'évite peut-être des problèmes, parce qu'à un moment, quand l'alignement, il n'y est pas dès le départ, qu'on sent qu'il n'y est pas, pour moi, on va potentiellement au problème. Je ne dis pas qu'il y en aura forcément toujours, mais par contre, on prend le risque. Ben, je pense, ouais. Enfin, voilà. Bon, nous, on est sur la côte d'Azur, donc il y a beaucoup de villas qui sont gérées, par exemple, c'est notre exemple, par des gestionnaires. Évidemment, des fois, tu te retrouves dans des domaines, tu imagines bien que les gens, ils sont ultra riches puisqu'ils sont jamais là. Tu vois qu'ils ont un bateau dans le garage, ils ont même pas une Porsche, quoi, c'est un bateau. Bon, on te demande de faire des devis, il n'y a pas de communication. Moi, quand je vais, ça me fait rien. En fait, au contraire, ça me refroidit parce que je me dis, ok, je vais passer à chiffrer. Tu sais pas qui t'envoie la compte, en tout cas ce sera pas la personne que tu as vue. Donc moi j'ai déjà tout de suite une méfiance. Il y en a qui se méfient pas, ils se disent ah ben tiens j'envoie et puis en plus ils arrivent à faire une remise. Moi par exemple ça me rebute direct. Quoi. Je me dis parce que demain il te reproche quelque chose, il va te dire ouais mais le propriétaire ça il est pas content et tu vas faire quoi en fait? Ouais, c'est ça, Tu c'est sais qui pas le qui c'est, propriétaire c'est qui le d'abord. propriétaire, Ouais, c'est quoi. Donc en fait tu peux vite et après ce sont des histoires que j'entends nous sur Cap Ferrat ou quoi. Ah ben ceux-là ils ont pas été payés, la villa là-bas ça fait des années qu'ils rénovent, bon pourquoi pas. Voilà. Mais moi j'ai jamais participé à ça puisque je m'auto-protège. Mais franchement, c'est hyper important ce que tu dis parce que nous, on voit en recouvrement facture impayée, en fait, mais 9 fois sur 10, c'est du relationnel. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de communication, les gens ne se sont pas compris, ça s'est buté. Il y a eu des problèmes peut-être en amont qui n'ont pas été détectés parce qu'on n'a pas voulu en parler ou j'en sais rien. Ouais. On a dit, ouais, on laisse couler, ça va bien finir par lui passer. Ben, peut-être pas en fait. Et du coup, le client ne se sent pas entendu, etc., etc. Il monte en pression, l'artisan monte en pression et au final, à la fin, ça foire. Alors que si la relation, elle est bien sentie dès le départ et qu'on est sur ces bonnes bases, je pense qu'effectivement, c'est de bon augure pour la suite. Alors qu'à contrario, quand on n'y fait pas du tout attention, bah oui, on prend des risques. Et le relationnel, il faut pas le négliger en fait dans la relation client parce que ça fait tout quasiment. Enfin. Moi, je pense que ça fait tout. Ouais. Après, à moins que tu ne sais pas faire ton travail, oui, non, mais voilà. Ça c'est autre chose. Mais sinon, je pense que le relationnel fait le tout. Là. Ouais, donc moi, je mise dessus. Bah, du coup, ça m'emmène un peu sur la deuxième question. Bon, je connais déjà la réponse, je pense qu'on la devine, mais est-ce qu'on est obligé d'accepter les conditions de ses clients? Du coup, on connaît un peu la réponse. Et tu avais une anecdote là-dessus. Oui, j'ai une anecdote là-dessus, je vais te raconter. Non, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'accepter les conditions et toutes les conditions du client. Encore une fois, c'est une affaire de posture. Donc si on sait comment on fait son travail, en fait on impose ces trucs. En fait, c'est même pas on les impose, le client doit comprendre. Mais il adhère, en fait. Il adhère en fait à tes valeurs.
Donc il peut pas dire ah ben tiens c'est comme ça. Voilà. Et moi ce que j'ai vécu personnellement, alors ça m'a fait un peu drôle. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, mais une en particulier. On avait fait un devis pour. C'est arrivé rarement, mais on a même fait une petite pochette parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pages, tout ça. Il y avait un chiffre d'affaires qui était assez important. On a fait une présentation et ils ont voulu nous plier en disant ouais d'accord, mais bon, ils voulaient nous mettre leurs conditions. Déjà, ils voulaient qu'on signe leur papier. Donc c'est pas notre devis qu'ils voulaient signer, mais ils voulaient donc eux, ils avaient reproduit tout sur leur en tête. Ils voulaient que nous on signe là, vous faites comme un bon de commande en réalité. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était pas normal parce que quand même, on le sait très bien, si demain tu te retournes dans les tribunaux, si tu n'as même pas le devis signé, c'est la base. Donc comment tu peux accepter au fait de signer les papiers de quelqu'un d'autre alors que lui il est censé signer ton devis, donc c'est ton devis qu'il doit accepter. Ça, c'était une première chose. Et de deux, ben, ils avaient rédigé dans leurs documents comme quoi ils allaient mettre, alors je ne sais plus le montant, mais style 150 € par jour de pénalité ou des choses comme ça. Là, ça m'a fait tilt. Bon, peu importe le montant, il était exagéré, là, je ne me souviens plus. Là. Et je me suis dit, mais waouh, quand même, sur le chantier, c'est lui qui doit fournir, c'est le client qui doit fournir certaines choses. Par expérience, on sait que le client, il peut se permettre, une fois que c'est signé, se dire, ah, ben, j'ai pas eu le temps cette semaine, c'est la semaine d'après. Imaginons qu'on arrive à la fin du chantier avec un retard de 10 jours. Mais, qui n'est pas imputable à toi, mais imputable parce que les choses que lui, il devait fournir sont arrivées après. Même si toi, de fait, tu l'avais accepté ce retard parce que tu dis, bon, j'ai autre chose à faire et tout. Mais à la fin, lui, il veut te coller tes pénalités. Et là, tu vas rentrer quoi dans un débat avec des photos en disant, mais moi, ce jour-là, j'étais déjà bien avancé. Au fait, c'est vous. Enfin, comment tu lui justifies ça? Tu ne peux pas. Donc, faut pas accepter ce genre de conditions-là. Sinon, au fait, c'est lui donner le bâton de te taper dès qu'il en a envie. Au fait. Donc ça. Et finalement, ben après moi, quand j'avais vu ça, bon, moi j'étais intéressé par le chantier. Je me suis dit, mais quand même, c'est pas normal que lui, il doit m'imposer. Et la première réflexion que je me suis fait en tant que bon artisan, je sais que par expérience, je finis toujours mes chantiers, mais même un tout petit peu en avance. Et je me suis dit, mais tiens, lui, il veut me coller des pénalités, mais est-ce qu'il va me donner un bonus si je finis 2-3 jours plus tôt? Bonne question. Et donc, du coup, ben, d'ailleurs, j'ai fini son chantier 2 jours plus tôt et je n'ai pas eu de bonus. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui m'a fait réfléchir. Donc, je leur avais dit, bon, ils ont souri, hein, c'est des chefs d'entreprise qui ont souri à ça, donc eux, ça le fait rire. Mais bon, je pense que aussi, on aurait pu commencer à imposer ça. Ben, tiens, si je finis plus tôt, qu'est-ce que toi, tu donnes? Et finalement, moi, j'ai regardé vite fait sur Internet, qui était le taux légal, le fait, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre directement sur papier, parce que ça existe évidemment, les pénalités de retard. Donc je regardais, je lui ai dit, enfin je ne sais plus les montants, je lui ai dit, le montant, ça serait ça en fait, légal, et c'est ça. Donc j'ai dit, donc si vous voulez les mettre vraiment dans les contrats, on les met, mais on va se référer au taux légal. Et c'était plus du tout le même montant. Pour lui, c'était peanuts. Il a dit, ouais, mais en fait, finalement, c'est pas qu'on veut vous récupérer des sommes, c'est essayer de se protéger. Bon, encore une fois, donc, contre une autre relation qu'ils avaient déjà eue. Donc, maintenant, ils essaient de transposer. J'ai dit, écoutez, moi, je sais pas ce que vous avez déjà vécu. J'ai dit, moi, si vous voulez mettre quand même les conditions de pénalité de retard, on s'en tient au ski illégal. Voilà. Et donc, j'ai pas accepté. J'ai fait quand même le chantier derrière. Mais, voilà. Donc, à tes conditions, du coup. Ah oui, à mes conditions. Oui, ils ont accepté. Au fait, ça a ouvert juste cette discussion de dire, au fait, on veut pas spécialement appliquer les pénalités, on veut surtout s'assurer que ça soit fait parce que eux, au fait, ils rénovaient les appartements, ils les mettaient en location, ils voulaient pas louper la saison et donc même un mois de retard pour eux, c'était beaucoup, des choses comme ça. Mais encore une fois, donc par le dialogue et le feeling que je peux avoir, bon, on a dénoué ça rapidement. En fait, moi, j'ai compris son besoin. Bon, après moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être en retard, hein, donc, mais bon, voilà. Mais ouais. Donc j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et même si c'était 150 € la journée, qui était déjà 10 fois trop, bon, lui, il n'était pas gagnant non plus dans cette affaire. Donc voilà. Bon. Mais il a accepté mes conditions. Voilà. Et ça, j'invite à faire. Ouais, à pas se démonter parce que c'est un gros chantier, parce que c'est un client potentiellement avec du potentiel derrière. Au contraire, moi, je trouve que d'être dans cette négociation, argumentée en plus, ça permet en fait de rétablir un peu un rapport de force, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut quand tu es dans des relations business et même des relations humaines.
particulièrement dans le business, tu es dans des rapports un petit peu de force. C'est ça. Et donc, du coup, d'avoir aussi un rééquilibrage dans la négo, ça permet aussi de se faire respecter et la personne en face se dit, bah ok, je peux pas tout lui imposer. Et dès le départ, ça pose le cadre, moi, je trouve. Se dire, bah celui-là, on va pas pouvoir lui faire à l'envers, entre guillemets. Enfin, même si les gens, ils se disent pas consciemment, je vais faire un truc à l'envers à quelqu'un. Mais en tout cas, on sait tout de suite que dans les rapports et dans les échanges qu'il va y avoir un équilibre. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est du non-verbal, c'est du ça. feeling, comme tu dis, mais en fait, ça. ça change tout. Ça change tout et ça évite après des soucis. Et donc après, ben, la personne, une fois qu'elle t'a vu défendre ça, eh ben, il va pas te ramener encore d'autres conditions qui sont en ta défaveur parce qu'il va se dire quand même, non, lui, Lui, on peut pas lui faire. ouais, mon contrat template, bon, je vais le garder pour un autre, quoi, en fait. Ça, Finalement, c'est ça. Donc oui, il faut quand même Et négocier. malheureusement, il y a quand même énormément, moi je le vois, de personnes qui acceptent des conditions. J'ai vu des contrats, mais je me suis dit, mais à quel moment vous avez signé ça, en fait? Enfin, genre là, il y a absolument rien à votre avantage. Enfin, c'est-à-dire que quand on lit toutes les lignes de ce que vous avez signé, tamponné, etc. Après, si on allait en procédure, etc., il y a plein de clauses qui seraient jugées abusives, etc. Mais il faut y aller. Il faut déjà être dans cette démarche de procédure, etc. Ça. Alors que potentiellement, dès le départ, il fallait pas signer ça, quoi. Bah oui, c'est ça. Et oui, mais je sais, mais bon, le contrat, il était bien, etc. Ouais, mais déjà, quand il y a un tel déséquilibre, interrogez-vous sur comment dans la suite ça va se passer s'il y a un problème, parce que le rapport est tellement déséquilibré qu'en fait, déjà de base, vous vous soumettez. C'est ça. Et en se soumettant, ben, c'est là où en fait on se soumet pour tout le long de la relation, quoi. Et c'est pas bon. C'est ça. C'est pas équilibré. Vous n'êtes pas un truc. Et du coup, si on revient à l'impayé, ben, c'était plus facile de coller un impayé, de dire ah ben tiens voilà quand on n'a pas bâti la relation, c'est plus facile à celui qui a pas envie de payer de dire ah ben tu sais quoi, tu trouves là 2-3 défauts et après ils peuvent dire ben tiens ça c'était par exemple toi, je sais pas moi quelque chose qui a été abîmé, j'en sais rien sur le chantier, on va dire ah ben tiens ça on va le facturer 3 fois plus, on va retenir ça de chez lui au fait tout simplement. Hein. Voilà bon. Ça se fait souvent, c'est clair. Justement, on parlait des particuliers. Alors là, sur les particuliers, j'ai 2 écoles, 2 sons de cloche. J'ai ah non, mais le particulier, c'est hyper pénible. Moi, je veux pas en entendre parler. Jamais je veux travailler avec des particuliers. C'est les pires, etc. Ils sont jamais contents. C'est compliqué. Moi, je fais qu'avec du pro. Et j'ai l'inverse. Ah non, mais particuliers, c'est trop génial. J'ai jamais eu de problème. Je travaille qu'avec des particuliers, etc. Donc, toi qui travailles beaucoup avec les particuliers, comment ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit aussi jusque-là. Est-ce que les particuliers, à ton avis, sont pénibles ou pas? Et s'ils le sont, tu vois, comment tu le décèles? C'est quoi un peu, pour toi, les signaux qui vont te dire celui-là, ça va être un pénible ou pas? Ou est-ce que tu penses que personne n'est pénible? Moi, je ne le vois pas de ce côté, cette relation-là. Moi, je pense que si l'artisan trouve que le particulier est pénible, ça reflète son propre mindset. Déjà, ce que lui, il en pense, ça reflète probablement la qualité qu'il fournit. Quotidiennement. Donc je pense que ça reflète plus ton organisation en fait, qu'il est capable ou pas de satisfaire un client. Parce que c'est vrai que un client qui fait vraiment chez lui, qui a mis ses économies, que c'est son salon, il est peut-être un tout petit peu plus exigeant que les WC publics d'un centre commercial. Que peut mener un architecte, probablement. Donc en plus, surtout si on est dans des délais, les joints du carrelage, ils sont pas, on va dire, très vite faits. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui passent, on le voit. Mais le particulier, il aura un peu plus d'exigence. Donc c'est pour ça que je disais que si l'artisan sait faire du bon travail, au fait, il n'a pas de problème avec le particulier. Et s'il ne sait pas le faire, ben oui, ça va vite jazzer, quoi. Voilà. Donc moi, je pense que pour moi, ils sont pas du tout compliqués. Et puis bon, moi, quand même, ils peuvent pas être tous, mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient mes anciens clients. Voilà. Vraiment de partout. Trop bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ce côté exigence en fait. C'est pas d'être pénible ou pas pénible, c'est simplement d'être exigeant et des enjeux qui sont pas les mêmes quand c'est sur du pro et quand c'est sur du particulier. Et effectivement, quand on est sur des particuliers, une pièce de vie, l'endroit où on est tous les jours, peut-être dans un certain standing de maison ou n'importe quoi, oui, on fait du travail bien fait en fait. Et donc du coup, c'est peut-être
là-dessus. Et est-ce que la personne, l'artisan est bon ou pas bon? Peut-être simplement que juste, il est peut-être bon, peut-être un jour, il y a un truc qui va peut-être pas bien, et c'est peut-être simplement cette capacité de remise en question, de se dire que oui, j'ai peut-être quelque chose que j'ai peut-être pas très bien fait, etc. Et en fait, il y a aussi ce côté-là où il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, acceptent pas la critique ou En général, les bons tu vois, artisans, c'est un peu, en général, les bons artisans, ils acceptent la critique. Ceux qui n'acceptent pas, c'est ceux qui ne savent pas bien faire le travail, ceux qui essaient de justifier la rapidité de leur travail plutôt que la qualité de leur travail. Moi, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et encore une fois, ça dépend à qui on a affaire, à qui on répond. Des fois, moi, j'ai des clients qui disent, je vais pas nommer, mais les gens disent, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, c'est pour de la location. Je l'ai entendu 1000 fois, ça. Et, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme résultat là, dans ce cas-là? Ben oui, si déjà à la base du concept, on se dit de toute façon, on s'en fout, ça va être pour de la location. Ouais, c'est clair. Donc là, le carrelage, évidemment, il est mal posé, donc on cherche que le prix. Les gens qui y travaillent, ben, ça va pas du tout. Donc moi, ce sont des chantiers où je me retrouve pas. Donc dès que j'entends ça, ben, je ne fais même pas le devis, ça ne m'intéresse pas. Tu le vois gros comme truc. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Ben là, dernièrement, j'ai été consulté sur Nice, refaire toutes les salles de bain, salles d'eau d'un hôtel, 50 salles de bain à reprendre, qui étaient faites moins de 10 ans, et tout fuit, tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut pouvoir, il faut savoir faire son travail. Et quand on sait faire son travail, encore une fois, on accepte le client qui veut ce bon travail. Donc, pour répondre là, l'hôtel, j'y suis pas allé parce que ça nous répond, c'est pas en face de ce que je peux fournir. Je peux très bien faire dans un hôtel, mes prix sont corrects, mais de toute façon, c'est pas le type de client qui va t'intéresser. ils s'en foutent, eux, ils ont un budget à respecter, ils ont tout sauf le travail, le bon travail. Envie que le travail soit bien fait. Voilà, parce qu'ils ont c'est ça, ils ont d'autres exigences, donc c'est ça le truc. Donc, encore une fois, feeling, la relation qu'on va avoir et quel chantier on va faire, quoi. Trop bien. Donc tout ça, on comprend à travers ça que la relation est hyper importante, l'alignement, etc. Donc ça va nourrir toute ta relation commerciale du début à la fin. Et donc c'est ce qui va te permettre notamment d'éviter des litiges, potentiellement des impayés. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi pour justement éviter d'avoir des impayés? Parce qu'il y a le feeling, ok, c'est bien, mais pour autant, c'est pas forcément suffisant. Est-ce que, par exemple, tu vas prendre des acomptes? Est-ce que tu vas faire des factures d'avancement? Qu'est-ce que tu vas avoir comme process dans ton entreprise quand tu vas avoir un client qui va dire voilà, j'aimerais faire un chantier avec vous? Ça se passe comment? Vous mettez quoi en place et comment tu sécurises tout ça? Moi, je dirais, comme ça, vu ta question, je dirais que moi, j'ai pas de process méfiants qui ont été mis en place pour me protéger. Moi, j'utilise quelque chose qui est simple, c'est des conditions un peu standards. On a un logiciel de devis facture qui génère à la fin des modes de paiement. On demande 25% à la signature, ça aurait pu être 15%. Voilà. On demande 25 quand on commence, donc en fait quand on commence, mais c'est parce qu'on fait beaucoup d'achats dans le bâtiment, donc les sommes sont grandes, mais en même temps nous on achète beaucoup les matériaux, c'est cher, donc en fait on a besoin de cet argent-là pour tout simplement payer les matériaux, ne serait-ce que voilà. Après nous on demande 35% et 15% à la fin. Donc pas de méfiance particulière, tout est misé dessus. Après, moi je dirais que pour éviter les soucis en fin de chantier, bon, déjà il y a la base, il faut connaître son travail, il faut bien le faire. Moi, sur les fins de chantier, là j'ai un processus, encore une fois, qui est apprécié par mes clients, c'est que je vais faire une pré-réception avant la réception de chantier. Donc dans la dernière semaine des travaux, quand on est vraiment dans les finitions, là je vais impliquer beaucoup plus le client, je vais lui dire, passe voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc des fois c'est l'emplacement, il nous demande, voilà, je sais pas moi, accrocher un miroir, poser les tringles, mettre les appliques, on va lui demander si ça va là, ça va là, les accessoires de salle de bain. Il va venir. Donc, pendant qu'il donne ses conseils, il voit l'avancement, il voit ces finitions-là, il est impliqué. Donc, déjà, pour lui, c'est le moment de dire, ah oui, les mecs, ça c'est bien, ah oui, il reste que ça, que ça. Donc, il le voit déjà de lui. Donc, ça crée vraiment un climat de confiance et pas de méfiance. Ouais.
Ce qui est en général, parce que dès qu'on sait que l'artisan, quand il dit, moi, dans 4 jours c'est fini, les gens souvent ils ont peur, ils se disent, mais ça sera jamais fini. En fait, souvent c'est ça. Mais tu le fais dans l'autre sens. En fait. Donc nous on le fait dans l'autre sens, parce que c'est vrai que quand le chantier il est bâché sur les finitions, on peut avoir encore les cartons, donc on n'a pas le tableau, on va dire final du projet. Que nous professionnels, on sait qu'une fois qu'on a débâché, ça va être propre. Voilà, mais le client ne le voit pas comme ça, et tous ces éléments-là viennent le rassurer. Donc, il vient participer un peu par des choses où on peut le solliciter, ou tout simplement on lui dit, passez voir le chantier, là on va être en phase finale, comme ça on vous dira en fait ce qu'on fait les prochains jours. Et en fait, il le voit. Donc, s'il arrive à passer 3 fois dans la semaine des finitions, en fait, il le voit de lui-même, il voit les gens faire les finitions, il voit les finitions qui ont déjà été faites, donc il dit, moi j'ai des clients qui disent, ouais, parfait. Donc bon, là, tu sais que tu peux pas avoir de soucis à la fin. Ouais, quoi, tu sais que ça va bien se passer avec ce système-là. La pré-réception, je trouve que c'est vraiment une très bonne pratique. Ouais, la pré-réception, ce qui fait qu'après, quand tu fais ta réception de chantier, moi je la fais pour la forme parce que bon, il y a besoin de signer un papier. Et encore, je crois que c'est mon associé qui le fait. Moi, quand j'arrive, je vois le client. J'ai fait une réception hier. Les gens, ils étaient ravis. Voilà, ils n'ont pas vécu. Ils ont dit, ça s'est vraiment bien passé. On est super contents. En fait, la réception, justement, dans ces cas-là, elle a vraiment plusieurs intérêts. Elle va avoir l'intérêt déjà d'avoir une date fixe parce que tu as quand même la notion des délais de garantie. Parce que derrière, tu peux avoir fait un super travail, t'es pas à l'abri qu'un jour, il y a un problème qui se déclare dans 1, 2 ans ou 3 ans. Enfin, on sait jamais, en fait, ça peut arriver quand même. Donc, ça permet d'avoir une date précise sur un début de garantie. Le client, il sait que du coup, il est sous garantie à partir de telle date. Donc, comme ça, il n'y a pas de débat. Donc, je trouve que c'est aussi rassurant par rapport au client. Et c'est un moment clé dans la relation client, de satisfaction aussi, et justement de pouvoir se dire, justement quand tu sais que ton travail il a été bien fait, que tu vas pas avoir de réserve ou alors très peu sur des bricoles, que si tu as fait une pré-réception en fait, tu les connais déjà, donc le jour de la réception normalement tu ne les as pas. Donc tu as une réception sans réserve avec un client qui est content, et c'est un moment aussi clé dans ta relation et ton parcours client de déjà tu vas facturer la fin, mais surtout de retour, de feedback de ton client. Et là tu peux lui demander des avis, tu peux lui demander un témoignage, tu peux lui demander tout ça aussi parce qu'il est content. Et c'est un moment vraiment à soigner. Et malheureusement c'est très souvent bâclé ces fins de chantier en fait. Quand il y a des réserves, mais aussi quand il y en a pas. Oh c'est bon, tout le monde est content, merci, au revoir. Mais en fait profitez-en à ce moment-là, justement quand c'est bien fait, pour acter que c'est bien fait. Il y a un départ des garanties, donc le client, ça le rassure. Et en plus, vous pouvez exploiter cette fin de chantier. Pourquoi pas, je sais que je suis quelques personnes sur LinkedIn qui font appel aussi à des photographes professionnels, par exemple, en disant au client, sachez qu'à la fin, il y aura si vous êtes d'accord, un photographe professionnel qui va venir prendre des photos du travail. Et en fait, les gens, ils sont contents qu'on prenne leur maison ou leur chantier pour le mettre en avant sur des réseaux et tout, tu vois. Et en fait, ça valorise encore ton client et tout ça. Et c'est à exploiter. Il y a une mine d'or, en fait, en termes de relations clients à exploiter avec ça. Et c'est un peu bâclé souvent. Alors moi, en ce moment, je pense, dans ma communication, on sait que je n'aime pas poster les photos ni d'avant ni d'après. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y en a déjà partout. Donc voilà, moi j'estime que... On en veut. Ouais, alors c'est vrai que ils partent très bien ces photos. Quand j'envoie les photos de mes chantiers, ça part bien, mais moi j'essaie de bâtir une relation avec les clients. Et au fait, ce que je voulais dire, tu vois, à la fin de chantier, moi en ce moment, ce que j'ai envie d'intégrer dans ma communication, c'est pas la fin du chantier, mais c'est la photo avec le client, voilà, en mode portrait. C'est-à-dire moi, on sourit et je peux afficher son visage, mon visage en disant, voilà, content, quoi. Je sais pas moi, Nice Nord, chantier réalisé en 4 semaines, encore un en bonne et due forme. Et ça, je pense que c'est plus, en tout cas, moi je pense que c'est plus frappant que les photos, parce que les photos, Mais parce que c'est hyper aligné avec ta valeur, justement, de ce feeling, la relation avec ton client, et c'est là où tu as ton cœur ta cœur de valeur, elle est là, en fait. Et du coup, c'est ça c'est pareil, c'est d'avoir un alignement du début à la fin, donc... Et en ce qui concerne les garanties, c'est vrai que les papiers, il faut le faire. C'est pour ça mon associé, il les fait, il insiste. Moi, avant d'être associé avec Fabrice, moi, je ne l'ai jamais fait. Déjà parce que je crois que j'étais plus pris, donc le côté administratif, c'était un peu moins mon souci.
Et j'ai toujours travaillé pour ne pas que le client me rappelle. C'est-à-dire que je vois encore des fois des gens, des plombiers qui arrivent à mettre un raccord dans le mur. Nous, on fait pas ça. On essaie de faire de sorte que le tube il soit truc. En fait, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer avec le raccord dans le mur au bout de 10 ans? On sait que ça reste un joint. Ce joint-là, il aura tendance à vieillir. Et donc, ça peut poser le problème. Donc, en fait, travailler pour éviter, ne pas se renvoyer dans des choses de garantie ou essayer de faire un truc qui dit, ah bon, si ça tient, après, bon, de toute façon, il y a un peu la vétusté, il ne saura jamais. Non, en fait, c'est juste que ça rassure. En fait, si tu veux, ça va rassurer ton client de savoir que... Et en fait, souvent, d'en parler, ça montre aussi que, finalement, tu es sûr de toi. Ah oui, oui, parce non, mais que ça, du coup, comme tu en parles et que tu dis à ton client, bah, si elle a un souci, il y a une assurance et j'ai pas peur parce qu'en fait, elle sera pas actionnée parce que j'ai fait du bon boulot, si tu veux, ton client presque il dit, ah oui, ok, il est sûr de lui finalement. Moi, je leur dis pas, il y a une assurance, moi, je leur dis, si vous avez le moins de soucis, vous me rappelez. Vous me rappelez, voilà, bien sûr. donc... Bien sûr. Mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est plein de petits détails comme ça, mis bout à bout, qui font que tu vas venir renforcer la confiance avec le client. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, tu vois, pour reboucler la boucle, je pense que la base de la base, c'est déjà de savoir c'est quoi mes valeurs, mon positionnement, comment je veux travailler, avec qui. Et à partir de là, de dérouler conformément à ça. Et de ne pas aller vers les trucs un peu objets brillants qui, c'est comme ça, bon ça et ça, c'est peut-être pas coché, mais je vais y aller quand même parce que c'est là où on commence à déraper un peu. Alors que si tu restes focus sur voilà comment je vais travailler, avec qui, dans quelles conditions, c'est là où tu peux avancer. Et c'est pas pour ça que tu pourras jamais évoluer et changer, mais cette réflexion, il faudra la réavoir. Par exemple, demain, tu es une entreprise, vous développez, vous voulez aller par exemple vous mettre vraiment sur du pro ou sur de l'appel d'offres ou sur des choses comme ça, c'est là où il faudra peut-être réfléchir aussi à si on va sur ces types de marchés, par exemple sur de l'appel d'offres, on va aller répondre que à ces marchés-là, avec ces critères-là, parce qu'on veut pas aller sur des chantiers où il y a du prix, on veut aller que sur des chantiers où on est que sur du critère, par exemple, on veut que du local, où on veut n'importe quoi, tu vois, où on veut que des petits chantiers de tel type, etc. Et on va pas aller sur d'autres choses. Parce qu'en fait, tu resteras dans ta propre lignée des valeurs avec lesquelles tu as envie de travailler. Je pense que c'est à partir. Si ça, tu l'as identifié, que ça, tu es aligné avec, ta posture, elle se traduit et au final, t'évites énormément de problèmes. Après, moi, je reste convaincue qu'il faut le sécuriser un minimum par du juridique et par un minimum de process, tout simplement aussi parce que, surtout quand tu grossis et quand tu sors de l'opérationnel, tu vas avoir sur les chantiers des personnes qui seront peut-être des collaborateurs ou des gens qui ont moins de bouteilles et qui ont moins ce feeling. Et le fait d'avoir quelque chose qui est cadré, ça les rassure eux aussi et ils vont accepter les bonnes personnes avec les bonnes conditions parce que c'est aussi pour eux cadré. Et donc, le feeling n'est pas forcément le même du gérant avec sa bouteille versus quelqu'un qui débute peut-être un peu plus et qui a moins ce sentiment-là avec les clients, tu vois. Oui. Bon, après, moi, je suis là pour parler. Ça aurait été Fabrice à la place qui aurait parlé de comment il gère. Il aurait plus parlé de ce côté un peu administratif. Nous, je sais que le devis, notre garantie décennale, elle est jointe tout de suite au devis. Donc, ça fait sérieux. On ne la cache pas. Elle est donnée d'emblée. Donc, je pense que ça aussi, ce sont des éléments qui rassurent les clients puisqu'ils ont même pas signé notre devis. Ils ont déjà la copie de notre assurance. Mais c'est plein de petites choses qui rassurent aussi. Hyper intéressant en tout cas, Alexei, cet échange. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir une personne comme toi qui vient aussi défendre, tu vois, le travail bien fait des artisans, parce que oui, il y a des artisans qui font vraiment du bon boulot et que de les mettre en valeur et de les mettre en avant et en fait leur envoyer le message de, en fait les gars, assumez-vous parce que vous faites du bon boulot, vous avez ces valeurs-là et en fait vous pouvez travailler dans le respect de ces valeurs, donc ne trahissez pas vos valeurs. Et, c'est ça. Et finalement, c'est possible en fait. Et c'est un peu la parole que tu portes et c'est ça que j'aime bien. Donc continue à le faire et à nous envoyer ces messages-là pour inspirer d'autres personnes aussi à dire, en fait, si Alexei, il peut le faire, peut-être que je peux aussi, quoi. Et se dire que, c'est ça en fait qui est chouette. Et donc, je souhaite toute la réussite à ce réseau des mecs du bâtiment avec ce calculateur, qu'il ait une belle réussite et que ça fédère des personnes dans cette trempe-là. Oui, on va les aider. Après, on aura, nous, à l'intérieur du réseau, une communication interne. Donc, tu seras invité à témoigner ou aider des artisans qui arrivent à moins de se défendre pour pouvoir se défendre et leur donner des avec grand plaisir, ou en tout clés. cas de les aider à avoir ce cadre. Parce que, en fait, sur ces sujets-là, tu as deux approches. Soit tu as ta posture qui te permet de t'affirmer,
Soit si tu l'as pas, tu as un cadre qui permet de te sécuriser et par ce cadre-là, d'augmenter ta posture et ensuite d'être de plus en plus à l'aise. Donc nous, souvent, bien évidemment, ceux qu'on accompagne, c'est plutôt ceux qui ont besoin de... On sécurise, on vous met le cadre et à travers ça, vous pouvez arriver finalement à vous en affranchir un peu parce que vous avez d'abord été accompagné là-dedans dans ces premiers pas et après, ils se rendent compte que, ah bah oui, je peux mettre des acomptes, ah oui, je peux faire ça, ah oui, je peux faire ça, oui, ça passe. Et petit à petit, ils prennent confiance en fait. Donc c'est des chouettes après, des chouettes histoires après qui peuvent s'écrire. Donc voilà. De toute façon, un bon artisan, s'il travaille bien, c'est normal qu'il soit payé. Exactement. Voilà. On va finir là-dessus. En tout cas, merci pour tout, Alexei. Très belle continuation et au plaisir de te croiser sur LinkedIn. On va remettre au moment de la sortie de l'épisode, il y aura forcément un post sur LinkedIn et on partagera ce réseau des artisans, des mecs du bâtiment avec ce calculateur. On le partagera sur les réseaux pour que les gens que ça puisse intéresser puissent se renseigner. Je ne sais pas où ça en sera encore au moment où on sortira l'épisode, on verra, mais en tout cas, on le partagera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de s'en servir quand vous aurez vos propres travaux à faire. C'est ça, exactement. Exactement. Merci pour tout et à très bientôt. Merci. Salut.